Bujumbura, la plaine, l'aéroport de la capitale. La population se rassemble pour saluer Jean-Baptiste Bagaza, président de la République. Aujourd'hui, c'est jour de fête. La jeunesse et les militants de l'UPRONA, le parti unique du Burundi, chantent et dansent en l'honneur du chef de l'État qui se rend à Kigali, au sommet franco-africain. Atmosphère de liesse joyeuse et bon enfant. À 33 ans, le colonel Bagaza est le plus jeune chef d'État d'Afrique et du monde. D'un abord simple et modeste, l'ancien chef d'état-major général, au pouvoir depuis 3 ans, porte rarement l'uniforme et son gouvernement compte avant tout des civils. Au cœur même de l'Afrique, à 1200 km de l'océan Indien, sans chemin de fer, le Burundi souffre d'enclavement économique. Un tiers plus petit que la Suisse, habité par 4 millions de Burundais parlant une seule langue, le Kirundi, le pays, avec 145 habitants au kilomètre carré, connaît la plus forte densité démographique d'Afrique. Ici, au bord du lac Tanganyika, l'histoire et l'épopée se rejoignent. Au cœur d'un continent encore inconnu, Henry Stanley retrouve le docteur Livingstone. Missionnaires et explorateurs britanniques partis à la recherche des sources du Nil, on croyait David Livingstone disparu à jamais. Le journaliste américain Stanley écrivit là l'une des pages les plus émouvantes de la découverte de l'Afrique, c'était en 1871. Il n'existait alors rien sur les rives du Tanganyika. Aujourd'hui, Bujumbura, où se concentrent tous les pouvoirs, est une capitale de 160 000 habitants. Indépendant dès 1962, le Burundi connut jusque-là la tutelle belge qui succéda après la Première Guerre mondiale à l'administration allemande. Ville-jardin, ville paisible, la seule grande agglomération du pays se heurte à des problèmes de ravitaillement. On fait souvent la queue devant les pompes vides. Dans le quartier industriel, des entrepôts, des ateliers plutôt que des usines. La brasserie ultramoderne est pratiquement la seule vraie unité industrielle. Elle symbolise à la fois l'importance du rapport existant entre la bière et les Burundais et les aspirations vers un développement difficile.
Avec franchise, le ministre Albert Muganga expose la réalité de la situation. Vous êtes ministre du Commerce et de l'Industrie. Quelle est la situation de l'industrie au Burundi? Je crois que l'industrie au Burundi, c'est pratiquement une industrie naissante, presque inexistante. Mais disons, nous avons quand même des objectifs assez ambitieux, même parce qu'on a dû vous le dire ailleurs, l'agriculture, c'est la priorité des priorités. Mais c'est une priorité pour le moment parce que l'agriculture elle-même a des limites. Ce qui fait qu'il faut, à la longue, que nous puissions industrialiser le pays. C'est comme cela que nous pouvons résoudre les problèmes de développement et surtout les problèmes démographiques. Vous avez pu vous en rendre compte certainement en vous rendant à l'intérieur du pays. C'est un pays très habité. Alors, ce qui fait que, ne serait-ce que par cet élément-là, l'agriculture a des limites, alors il faut résoudre le problème par notre voie, c'est par l'industrialisation. Quels sont les principaux projets d'équipement industriel que vous avez? Nous avons un plan où il y a certains projets industriels que nous devons réaliser, mais je dois souligner tout de suite que nous avons des limites parce que nous manquons de moyens et nous manquons de technologie. Ce qui fait que nous faisons appel aux moyens financiers et à la technologie, d'où qu'ils viennent, parce que nous sommes un pays ouvert, nous avons une coopération ouverte, nous croyons que nous avons un système qui est nôtre, mais que nous pouvons, en respectant les autres pays, les options, collaborer avec tout ce monde-là, pour autant qu'ils respectent nos choix, nos options. Et vous êtes ouvert aux investissements, vous les facilitez, vous n'avez pas d'options Nous les facilitons parce que nous avons un code des investissements qui est certainement un des plus libéraux du monde, parce que nous accordons, nous sommes conscients de notre faiblesse, alors pour attirer les investisseurs, il faut quand même leur donner des facilités qui leur permettent quand même de garantir non seulement les investissements, mais de les rendre rentables aussi. Donc c'est une politique très libérale dans ce domaine-là. Absolument. Ce pressant appel aux investissements étrangers, vous l'entendez fréquemment sur les bords du lac Tanganyika. Le régime actuel s'inspire d'une pratique libérale en matière d'appel de capitaux. À sa manière, Bujumbura est une modeste place financière, mais la réalité du pays est ailleurs. Le Burundi reste un pays essentiellement agricole. 95% de la population vit d'une agriculture de subsistance, difficilement tirée de ces pentes pourtant vertes, qui ont fait baptiser le Burundi le pays des 1000 collines ou la Suisse de l'Afrique. Une Suisse sans usine où les bananiers auraient remplacé les sapins. Grimpant à plus de 2000 mètres, ces terres en forte déclivité exigent des paysans qui les cultivent des efforts constants pour produire, malgré la luxuriance tropicale, de quoi subsister. Il n'y a pas de famine cruelle au Burundi, sauf exception, mais il y a sous-développement et malnutrition. L'habitat traditionnel est dispersé. La colline est depuis toujours la cellule économique, sociale et politique d'un pays qui ne connaît pratiquement pas le village. Le café, présent partout, la ressource principale du Burundi, l'objet de toutes les conversations, de toutes les préoccupations. Tache d'un vert plus sombre dans le paysage, les caféières sont exploitées individuellement. 60, 80, quelquefois 100 caféiers par famille assurent après beaucoup de travail un modeste revenu en argent par la commercialisation de ce produit entièrement exporté. Nous sommes arrivés au début de la campagne café, la récolte de ces surprenantes baies rouges qui, dépulpées et séchées, se transformeront en ristretto dans votre tasse. Monsieur Dominique Chiramanga, ministre de l'Agriculture, en souligne l'importance. Ce café procure à la population, pendant les trois mois de juin, juillet, août, presque 2 milliards de nos francs. En 3 mois, c'est quand même un revenu monétaire pour les producteurs du café assez important. Et pour le pays, il représente pratiquement 80% des recettes d'exportation
et parfois même plus. Et il y a pratiquement 50% des recettes en devises. Vous comprenez que c'est un produit de très grande importance. Le deuxième produit, pour les recettes d'exportation particulièrement, c'est encore le coton. Et puis le thé et bien sûr les pots de bovins, les pots de vin, etc. Pour la production vivrière, nous devons signaler que l'aliment de base, c'est le haricot, c'est le sorgho, le maïs, la pomme de terre pour certaines régions et le petit pois. Notre pays est très petit, a un relief très accidenté. Par conséquent, toutes les terres ne sont pas cultivables. Il faut essayer alors de cultiver très rationnellement les terres encore disponibles et celles qui sont occupées, essayer d'améliorer les méthodes culturelles actuelles. L'amélioration du rendement tient sur certains facteurs. Vous avez pu voir que sur certaines pentes, la terre est érodée. Il faut donc essayer de protéger la terre par des fossés anti-érosifs, par le reboisement et également par des dispositions qui permettent que ces terres en forte pente deviennent de plus en plus des terrasses et permettre la culture, les cultures. Et également, il faut signaler que la plus grande partie du pays est très surpeuplée. Une population surabondante, phénomène unique en Afrique noire où les pays sont généralement sous-peuplés, une population d'agriculteurs-éleveurs que les autorités de Bujumbura encouragent à produire plus et mieux. Avec l'équipe de la radio rurale, nous pénétrons ici dans l'intimité d'un rugo, cet enclos familial bien protégé où les Burundais vivent à l'abri des regards indiscrets. Nous sommes dans le nord, en province de Ngozi, 1800 mètres d'altitude. La tâche de la radio rurale est d'informer, d'éduquer, de stimuler le petit peuple des collines. Les reporters éducateurs de la radio interrogent les paysans sur la quantité et la qualité de la récolte de café dont dépend pour une année le bien-être d'une famille. Justement, cette famille est morose. Elle a produit peu de café. Il est de mauvaise qualité, faute de soins suffisants. Les acheteurs, souvent des commerçants grecs installés depuis des générations au Burundi, le paieront en conséquence au-dessous des tarifs. Le chef de famille n'hésite pas à exposer ses craintes et à blâmer ses propres insuffisances. Dans cet autre rugo, l'humeur est meilleure. On a mieux soigné les caféiers, les fèves en sont saines et sèches correctement. Vous pouvez lui demander de combien de membres est composée sa famille. Voilà, il a sa femme et puis ses trois filles et son petit gosse, donc ça fait une famille de 6 personnes. Et de quoi ils vivent principalement? Ils vivent principalement du café, et puis des patates, des haricots, des bananes. Enfin, ils ont des bananiers, puis qu'est-ce qu'ils ont encore, du manioc. Le café, il en a récolté combien l'année passée? Il ne se rappelle pas de la quantité, mais il a vendu pour 7000 francs burundais. Est-ce que cette année, il en a fait plus ou moins? Il va gagner un peu plus parce qu'il va vendre, je crois, pour 8000 francs. Est-ce que c'est une culture difficile, le café? Il paraît qu'ils sont tellement habitués qu'ils n'éprouvent plus aucune difficulté pour la culture du café. Et qu'est-ce qu'il fait avec son argent quand il a gagné?
Il a placé à la Kadebou une partie et une autre, il a utilisé pour autre chose. La Kadebou, c'est l'épargne. C'est l'épargne, oui. Et il achète, qu'est-ce qu'il achète avec le reste? Il a acheté principalement des habits pour les enfants et pour sa femme. « 8 000 francs burundais, environ 160 francs suisses. Avec quelques autres maigres ressources, c'est l'unique revenu monétaire de ce paysan des collines. Sa propre production de manioc, de sorgho, de patates et de haricots assure la nourriture. Les quelques sous gagnés pendant la campagne café lui permettront d'aller sur un marché comme celui-ci acheter le sel, l'huile, les tissus pour les pagnes et quelques modestes objets manufacturés. La famille que l'on vient de voir ne disposera pour accéder à la consommation, entre guillemets, que d'un peu plus de 200 francs suisses par année. Encore n'est-elle pas parmi les plus défavorisées. Lieu de convoitise, d'échanges, de troc, de rencontres et d'amusement, ce petit marché a un carrefour de la route qui grimpe à Ngozi. On s'y rend à pied de très loin pour y vendre 6 tomates ou y acquérir une aiguille. Pour y palabrer aussi avec le cousin venu d'une autre colline et boire avec lui la bière de banane ou la bière de sorgho, seul luxe qui récompense la dure existence de ces paysans de montagne. Dans cette cantine improvisée, on pompe la bière à même la calebasse. Pour accroître les revenus monétaires des paysans, des projets nouveaux sont expérimentés. Ici, le riz. Nous étions à Limbo le jour où, anxieux du résultat, les cultivateurs livraient au centre de ramassage leur récolte de paddy et touchaient leur dû. Devant nous, ce paysan descendu des collines pour cultiver le riz en plaine a reçu 35 000 francs burundais, soit environ 700 francs suisses. La plaine de la Ruzizi, à une vingtaine de kilomètres de Bujumbura. Il y a 10 ans encore, éléphants, buffles, antilopes broutaient en liberté l'herbe de la savane jusqu'au voisinage de l'aéroport. Aujourd'hui, la pression démographique, la nécessité d'utiliser chaque terre cultivable ont chassé les animaux sauvages. De nouvelles cultures sont nées. Développé avec l'aide de la coopération internationale, le projet de Limbo, principalement axé sur le riz, est un des exemples destinés à améliorer à la fois le revenu agricole et l'alimentation du pays. « 3000 hectares ont été irrigués jusqu'ici. 2000 familles, descendues non sans réticence de leurs fraîches collines, ont reçu chacune 1 hectare à cultiver pour moitié en riz. Les méthodes de battage sont encore primitives, mais le rendement n'est pas mauvais. 1,5 tonne de paddy, qui est le riz non décortiqué par famille. Au Burundi, le riz complète et remplace le mil, le sorgho, le manioc. Le but, satisfaire dans 5 ans la consommation nationale, ce qui réduira d'autant les dépenses d'importation. Autre nouveauté révolutionnaire pour l'Afrique tropicale, les attelages de bœufs. Ni les bovins, ni le cheval, ni le buffle, ni l'âne n'ont jamais été l'homme à tirer ou à transporter en Afrique noire. Cette carriole, tractée par un bœuf, est la première que nous ayons vue dans cette région d'Afrique.
Elle facilite le transport au centre de ramassage où le paddy sera testé, pesé et payé. Les contrôles sont sévères, le prix du riz en dépend. Joseph Satoubou, directeur du projet, commente les opérations. Quelles sont les différentes opérations qui se font ici? Bon, les différentes opérations sont les suivantes. Il y a le contrôle d'humidité qui se fait la veille, mais qu'on recommence le lendemain pour que l'échantillon qu'on a amené soit testé 2 fois. Bon, si on accepte le degré d'humidité qui est de 16 degrés ou inférieur jusqu'à 13 degrés, on pèse pour chaque individu. On dit voilà, pour tel, c'est 15 sacs d'une tonne, 1,5 tonne. Et puis on dit voilà, la tonne et demie, c'est autant d'argent. Bon, on retire de cet argent les redevances, tout ce qu'on lui a donné comme avance, en semences, en engrais, en sac. Et puis on fait la soustraction, on lui remet son dû, quoi. Et puis avec son dû, il fait ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'ils font justement avec leur dû? Maintenant, c'est le moment de s'acheter des habits, de s'acheter des provisions pour la prochaine saison. Il y en a quelques-uns qui épargnent. Et puis, vous savez, après avoir bien travaillé, ils se défoulent un peu, quoi. Ils n'épargnent pas autant que vous le souhaiteriez? Non. Non, non. Et puis, ils n'investissent pas dans des biens d'équipement comme des maisons en dur, comme l'achat de mobilier, quoi. Mais ils font quand même une chose qui est bonne, ils s'achètent des bicyclettes pour pouvoir transporter le paddy, pour pouvoir circuler librement. Et puis ils commencent quand même à s'acheter des radios, c'est à mon avis une bonne chose. Combien vous leur achetez le kilo? À 25 francs, le kilo de paddy. Et une famille arrive à se faire donc quel revenu par année? Une trentaine de mille, uniquement avec le riz. Mais lorsque vous y mettez le sorgho, le maïs, je crois qu'ils peuvent aller honnêtement à 40 000. Et vous m'avez dit que vous avez une certaine peine à implanter les familles dans cette plaine ici. Oui, oui. Pourquoi? C'est un climat, comme vous le voyez, un climat assez dur. Physiquement, c'est trop chaud. Il y a des conditions d'hygiène qui ne sont pas encore très saines. C'est encore une région à malaria et à bilharziose. Mais je crois qu'ils sont également tentés par les belles collines que vous voyez là. Ils souhaiteraient avoir l'air frais de la colline. Mais je crois qu'à la longue, ils vont comprendre que c'est ici que se trouve l'avenir. Parce que sur la colline, il n'y a pas de revenus comme ici. Loin de la plaine surchauffée de la Ruzizi, la mission de Mutumba s'étale sur ces collines plus fraîches. À la porte du dispensaire, chaque matin, 200 à 300 personnes ont fait des kilomètres à pied pour consulter la sœur soignante. L'attente est longue, mais la patience des Burundais infinie. La mission de Mutumba, 7 sœurs allemandes, 4 pères suisses lorsque nous y étions. 15 jours plus tard, le gouvernement expulsait sans appel une 60aine de missionnaires étrangers sur les 250 que comptait le pays. Pourtant, ces missions implantées dans les collines remplissent des fonctions importantes. Ce sont des centres de soins, d'éducation, avant que l'État n'ait les moyens de scolariser toute la jeunesse, des centres de rencontres, de vie sociale et spirituelle. La malaria, la bilharziose, les hépatites, les vers intestinaux frappent encore de plein fouet ces populations à l'hygiène déficiente, aggravées par une malnutrition chronique. Les dispensaires de brousse, comme celui de la mission de Mutumba, sont des havres d'accueil bien modestes et souvent sous-équipés. À la maternité voisine, ces jumeaux sont venus au monde au petit matin. Leurs chances de survie sont considérablement plus élevées que s'ils étaient nés en brousse. Pour arriver dans ce lieu privilégié, leur mère, comme tant d'autres, a marché 7 à 8 heures. Sœur Thérèse, seule, accouche 140 bébés chaque mois.
Qu'est-ce que l'on soigne, mon père, dans ce bâtiment-là? Il y a des lépreux qui viennent ici, à peu près 250 lépreux, une fois par mois, qui reçoivent les pinini, les médicaments pour se traiter à la maison. Et le mois passé, c'était la maison pour le choléra. On a traité tous les malades de choléra ici. Il y a encore beaucoup de lépreux dans la région? Vers 250. Dans votre paroisse? Oui, ce sont notre paroisse. Vous avez combien de monde dans votre paroisse? La paroisse a une population de 45 000 et de baptisés à peu près 30 000. Et la lèpre est en diminution? Est en diminution. Pour tous ceux qui prennent régulièrement les médicaments, ils sont sûrs d'être au moins stationnaires, ça ne se développe pas. Et le choléra, pourquoi le choléra tout d'un coup? Le choléra, c'était l'année passée, au mois de mai, ça commençait et ça a envahi toute la plaine ici. Et ça, c'était ici un centre où on a reçu les médicaments et ils ont apporté les gens ici. Et ça a terminé avant la saison de pluie, au mois de novembre, c'était fini. Quel est l'état sanitaire général de la population ici? Ici même, je pense, ce n'est pas trop mauvais, c'est assez bien. « 8 heures du matin, à Mutumba, les enfants sortent de l'église avant de rejoindre les classes. Alors, bien sûr, qui sont ces jeunes filles qui sont là et pourquoi elles sont là? Les filles n'ont pas l'occasion d'aller à l'école primaire parce que nous n'avons pas assez d'écoles. Bon, elles viennent ici 2 fois par mois en groupe, ce sont maintenant 200. Et nous avons 5 groupes des enfants, c'est-à-dire tout le monde ensemble, 1200 par mois. Ce sont des enfants qui ne sont pas scolarisés normalement? Non. Et vous avez... Ici seulement, oui. À la mission. Et il reste combien de jours dans une semaine? 3. 3 jours et après 3 jours, ils partent à la maison et après un autre groupe pour encore 3 jours. Et ils viennent de loin souvent? De loin. Ceux sont d'une succursale 5 heures à pied et l'autre 4 heures et même. Et qu'est-ce que vous leur enseignez essentiellement? Lecture, écriture, religion, calcul, aussi politesse, comme ça. Les choses qui sont nécessaires pour la vie, la base. Et ils aiment venir à l'école? Oui, 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 très bien, très bien. Et maintenant, bientôt, il y a examen pour les enfants pour aller dans une autre classe. Nous avons 4e, 5e et 6e. Et après 6e, elles partent. Elles font quoi après? Mariage, bientôt. À quel âge elles se marient, ces jeunes filles en général? Ici, 16, 17, 18. Ici, à l'intérieur, plus tard, comment? 20, comme ça, oui. Pour la plupart de ces jeunes Barundi, l'école n'est qu'une transition avant le retour à la vie traditionnelle. Beaucoup seront bergers et garderont ces troupeaux encombrants et peu rentables. La plupart morcelleront la terre de leurs parents et retrouveront les préoccupations et les gestes des générations de Tutsis et de Hutus qui les ont précédés. Comme leurs parents et les parents de leurs parents, ils marcheront sans hâte le long des routes et des pistes dans ce continuel déplacement de fourmis des foules africaines. Pour transporter la bière, pour aller au marché, à l'école, à la mission.
La scolarisation est lente, coûteuse, difficile. 12 000 enfants environ ont accès à l'école primaire. 15% d'entre eux trouveront place au secondaire. Pourtant, l'effort d'éducation et de formation est sensible. À preuve, la faculté d'économie et d'administration de l'université de Bujumbura, où nous avons rencontré les cadres de demain. Parce que, par exemple, dans un investissement qui s'étale sur 6 ans, il est évident que les recettes exprimées en francs burundi vont être balancées, va être compensé et au-delà par le total des recettes. Si par exemple le petit i est égal à 15%, vous allez avoir une diminution considérable de vos recettes nominales quand vous allez les actualiser. Alors, le problème étant ainsi posé, quel est le taux d'actualisation que nous allons choisir ? Pris en charge par l'État, ces étudiants signeront à la fin de leurs études un engagement de 10 ans dans une administration. Le service public les attire d'ailleurs plus que le secteur privé, encore très réduit. Le libre choix de leur carrière ne leur appartient donc pas. Les besoins du pays sont prioritaires. En contrepartie, à cause de la grave pénurie de cadres dont souffre le Burundi, ces étudiants sont assurés d'obtenir un emploi. Presque tous fils et filles de paysans des collines élevés dans les Rougos, nous leur avons demandé ce qu'ils pensaient de l'avenir de leur pays. Enfin, les ressources provenant du café ne vont pas porter très loin l'économie du pays. C'était pour vous dire que, personnellement, j'étais très pessimiste en ce qui concerne le progrès économique du Burundi, en tenant compte des conditions actuelles que nous vivons. Et vous, Gertrude ? Vous partagez cette opinion? Enfin, je suis portée à être plus optimiste, enfin de par ma nature même, mais si on regarde objectivement, ce sera très difficile de s'en sortir. Je pense qu'il faudrait tout d'abord développer l'agriculture afin que notre population ait de quoi manger en suffisance. Lorsque l'agriculture serait suffisamment développée, alors on pourrait penser à s'industrialiser et à grande échelle. Autrement, si la population n'a pas de quoi manger, il n'y a pas moyen d'améliorer notre situation, quoi qu'on fasse. Je ne suis pas du tout de l'avis de Gabriel, de cet avis qui consiste à dire qu'il faudrait d'abord développer l'agriculture, puis et ensuite installer l'industrialisation. À mon avis, il faudrait peut-être faire les deux petit à petit. Parce que quand bien même on dit que le Burundi est pauvre, qu'il est parmi les pays les plus pauvres du monde, je crois que le pourcentage des morts, des gens qui meurent à cause de la faim, est assez faible, sinon inexistant. Donc, à mon avis, jusqu'à maintenant, si tout le monde n'a pas trop à manger, ce n'est pas tellement la quantité qui manque, c'est peut-être la qualité. C'est peut-être dû plutôt à l'ignorance de la population de savoir choisir ce qui est bon, les aliments qui sont bons et ce qui n'est pas bon, savoir varier, savoir équilibrer l'alimentation. Mais à mon avis, ce n'est pas tellement la quantité qui compte. Et une orientation du pays dans le sens de développer uniquement l'agriculture serait une sorte de laisser le pays enclavé, laisser sur lui-même. Or, puisque le Burundi n'a pas trop de ressources, n'a pas beaucoup de ressources minières dans son sol, il n'a que comme culture d'exploitation le café, avec les fluctuations des cours mondiaux, la dépendance dans la fixation des prix. Il n'a que le nickel qui n'est qu'un projet assez illusoire puisqu'il n'est même pas encore exploité. À mon avis, il faudrait d'abord commencer à de petites industries légères
petit à petit, en commençant par des industries de substitution des produits importés. L'avenir du pays, en somme, dépend pratiquement de la volonté qu'on aura à transformer les structures. Parce que les problèmes actuels tiennent à la nature des structures et qu'on observe en matière d'agriculture et dans le reste de l'organisation de l'économie. Il y a un morcellement très intense des terres et qui tiennent à l'expansion démographique dont parlait le camarade Gabriel. Je songerais peut-être à un regroupement de la population, à une meilleure exploitation des terres et à un dégagement des terres de façon à pouvoir avoir des superficies beaucoup plus importantes et de façon à ce que l'on puisse tirer beaucoup plus de profit des terres disponibles et face à cette croissance démographique qui surcharge les terrains disponibles. Voilà, Denise, Gertrude, Louis, François et Gabriel, étudiants en économie, ont diagnostiqué le dilemme du Burundi. Les options peuvent différer, le pari reste le même, faire accéder une population essentiellement paysanne à de meilleures conditions de vie. Alors, quelle priorité? Le chef de l'État, le président Jean-Baptiste Bagaza, répond à la question. Il est très difficile d'agir pour le moment sur la campagne. Et c'est pour cela, justement, parce que c'est difficile, que nous avons opté pour le développement rural. Du fait que la majorité de notre population est dans ce secteur. Alors nous pensons, dans notre plan quinquennal, qu'il faut créer des pôles de développement pour créer des villes ou des bourgades dans le monde paysan. Et c'est notre objectif. Nous pensons que nous y parviendrons par la réorganisation des campagnes, envie de créer des pôles, des centres d'intérêt où on pourrait placer l'une de notre industrie, l'un de notre service, pour essayer d'amener l'amélioration des conditions de vie dans les campagnes. Et nous y consacrons 70% du budget prévu dans notre plan de développement. Est-ce qu'il est facile de regrouper dans des villages des paysans qui ont l'habitude de vivre sur leurs collines? C'est très difficile. C'est très difficile et nous pensons que ça doit prendre beaucoup de temps. Nous n'envisageons pas de le faire par contrainte. Nous pensons et nous travaillons déjà par des moyens structurels, des moyens d'intéressement. Naturellement, quand on crée un ouvrage, une entreprise quelque part, il y a automatiquement des gens qui quittent les collines des environs, les Rougo, comme vous avez vu, pour venir s'installer. Et c'est ce que vous aurez remarqué en visitant le Burundi, qu'un peu partout, il y a des centres d'intérêt concrets et que des gens viennent, se vident pour venir dans ces centres. Et nous le favorisons. Nous le favorisons et c'est étonnant parce que dans d'autres pays, c'est l'inverse qui se fait. Parce que le Burundi, c'est un pays particulier. Dans d'autres pays, on se bat pour éviter que les paysans viennent dans la ville. Nous, on veut que les paysans forment des villes. C'est une situation particulière due à des phénomènes compliqués que même les historiens ignorent l'origine. Cette vie autour de la colline, dans des rougeaux très individualisés, tout à fait fermés, tout à fait discrets. Nous pensons qu'on ne peut pas agir sur ce monde-là en laissant les choses telles qu'elles sont. Si vous deviez définir l'âme d'un Barundi, est-ce que vous diriez que c'est un personnage individualiste, secret? Le Burundais est secret. Il est même très secret. Il ne s'exprime pas facilement vis-à-vis des étrangers. Il n'aime pas qu'on vienne découvrir ses façons de faire. Mais il n'est pas individualiste. Il n'est pas individualiste parce qu'il a cette communauté parentale, cette communauté de collines, de lignage, qui le soutient et qui le soutient aussi.
Donc il y a des relations que l'étranger pourrait déceler difficilement. Mais ces relations existent et sont très fortes, très fortes. Vous nous avez défini, Monsieur le Président, vos principaux objectifs. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour les atteindre, ces objectifs? Les difficultés sont de deux ordres. Il y a bien entendu les moyens matériels, il y a les finances qui manquent, les finances manquent partout. Mais ce qui est encore plus difficile sont les cadres. On trace un programme, mais il y manque des gens pour le réaliser. Et nous n'avons pas de cadres formés dans le sens moderne du terme, dans le sens technologique, en organisation moderne, en chef d'entreprise, en gestionnaire compétent. Il nous manque de ces cadres-là et c'est cela la difficulté majeure. Sinon, quand on finance, on peut les chercher là où ils sont, demander de l'aide, demander des financements internationaux, faire de l'épargne. Mais ce qui nous manque le plus sont des cadres. Alors, qu'est-ce que vous attendez le plus de la part des pays qui peuvent coopérer avec vous? De la part des pays qui acceptent de coopérer avec nous, nous attendons à ce qu'ils interviennent dans ce secteur. Le secteur de l'éducation, de la formation des cadres, sera à deux niveaux, qu'on puisse nous aider dans la formation des cadres au Burundi même. Et je pense, puisque je parle aux Suisses, et que la Suisse a un secteur privilégié chez nous. Vous entretenez une faculté à l'Université du Burundi, une faculté d'économie et d'administration, et c'est très heureux. Alors nous attendons ce genre d'aide, la formation des cadres, parce que pour nous c'est un préalable, et ensuite l'octroi des financements dans des conditions de coopération, dans des conditions d'aide. Et finalement aussi l'acceptation de nos cadres dans des instituts de formation, dans les universités, les stages, dans les entreprises et autres instituts des pays développés. Pallier les conséquences d'une pression démographique excessive, celle du coût et de la précarité des transports à cause de l'enclavement du pays, celle de l'inadaptation du système d'encadrement aux exigences du développement, voilà le pari que tente le Burundi, pris entre la tradition et le désir de modernisation.